les vagues océaniques peuvent atteindre des dimensions bien supérieures à ce que l'on imaginait et se révéler nettement plus périlleuses. On pensait autrefois qu'elles ne se déplaçaient qu'en 2 dimensions, oscillant simplement de haut en bas comme sur un croquis. Une étude récente démontre toutefois qu'elles constituent des formes tridimensionnelles capables de se propager selon plusieurs axes. Cette découverte révèle une complexité marine bien plus vaste que prévu et laisse entendre que les navires, parcs éoliens, plateformes pétrolières et autres installations côtières actuelles risquent de ne pas être préparés à ce qui s'annonce. Avant toute chose, il faut rappeler que les vagues se brisent. Cela semble aller de soi, mais les mécanismes qui président à ce phénomène restent imparfaitement élucidés. Nous savons seulement qu'une vague qui se rompt modifie sa forme et gagne en raideur. Pour analyser ce processus, les chercheurs ont d'abord posé le postulat d'une vague strictement bidimensionnelle. Cette simplification s'imposait car elle rendait l'étude théorique, numérique ou expérimentale bien plus accessible. Toutefois, affirmer que les vagues seraient seulement bidimensionnelles ne rend pas justice à leur nature réelle. Beaucoup imaginent spontanément les ondulations paisibles que l'on observe sur une plage, mais celles dont il est ici question naissent au large, lorsque des trains de vagues provenant de directions variées se croisent. Cette convergence chaotique survient dans des zones particulières, par exemple là où 2 mers se rejoignent ou lorsque les vents changent soudain d'orientation, comme lors d'un ouragan. Lorsque des vagues venant de 2 directions différentes se rencontrent ainsi, il en résulte une vague véritablement tridimensionnelle. Les chercheurs ont voulu tester comment ces vagues singulières se comportent et en quoi elles pourraient accroître la dangerosité de l'océan. Ils ont donc construit un bassin expérimental comparable à une vaste piscine, large de 25 mètres et profonde de 2 mètres. Ils ont disposé, tout autour, 168 pales mécaniques, agissant comme d'immenses mains, imprimant à l'eau un mouvement alternatif pour générer des vagues, à l'image du geste que vous feriez dans une baignoire. Arrêtez la vidéo et essayez donc. Non, je plaisante. Quoi qu'il en soit, ces pales créent des vagues de formes et de dimensions variées, tout en absorbant celles qui reviennent, afin d'éviter qu'elles ne rebondissent et ne perturbent les essais. Sous le bassin, ils ont installé 28 puissantes hélices qui propulsent l'eau d'un côté à l'autre afin de reproduire des courants comparables à ceux de l'océan. En tout, environ 2 400 000 litres d'eau sont constamment mis en circulation. L'objectif était de constituer une sorte de mini-océan intégralement contrôlé grâce à une technologie particulièrement élaborée. Une fois l'ensemble prêt, les essais ont commencé. L'expérience a révélé que les vagues tridimensionnelles peuvent atteindre une raideur double de celle des vagues bidimensionnelles avant de se briser. Pour mieux saisir cela, les vagues ordinaires observées sur une plage déferlent lorsqu'elles excèdent un certain angle de pente, une limite de raideur, une pente maximale, au-delà de laquelle la rupture survient. Or, cette étude montre que, loin des côtes, certaines vagues peuvent dépasser cette limite d'environ 80% avant de commencer à se briser. Elles peuvent ainsi devenir presque 2 fois plus hautes que les vagues dites normales avant d'entrer en rupture. Les chercheurs ont toutefois mis en évidence un autre phénomène remarquable. Habituellement, lorsqu'une vague se brise, elle forme un mouton, cette écume blanche visible à son sommet, et, une fois rompue, son énergie est dissipée sans retour possible. Mais lorsque ces vagues multidirectionnelles se brisent, aucun mouton n'apparaît. Elles poursuivent leur croissance. Cela tient au fait que leur énergie ne se concentre pas dans une seule direction, ce qui leur permet de continuer à se développer même après avoir atteint le seuil de raideur où elles auraient normalement dû céder. C'est comme si ces structures tridimensionnelles pouvaient redistribuer leur énergie et poursuivre leur édification au cœur de l'océan. Ensemble, elles sont ainsi capables d'atteindre une raideur et une ampleur quadruple de ce que l'on pensait réalisable. Nous parlons donc de vagues plus vastes, véritablement massives, susceptibles de surgir soudainement au large. L'idée a de quoi effrayer. D'où l'importance, pour notre sécurité, de comprendre comment ce phénomène apparaît. Les habitations situées près du rivage ne sont peut-être pas les plus exposées, mais ces ondes gigantesques menacent bien davantage les installations placées en pleine mer, comme les plateformes pétrolières, les parcs éoliens ou les navires. Cette découverte soulève ainsi des interrogations majeures sur la solidité et la pertinence de nos conceptions actuelles et sur leur capacité réelle à affronter de tels régimes extrêmes. Il se trouve que les marins tentent de nous mettre en garde depuis des siècles. Au XIXe siècle, l'explorateur français Jules Dumont d'Urville affirma avoir observé des vagues scélérates
dépassant les 30 mètres lors de ses expéditions. Bien qu'il fût reconnu pour son expérience et que 3 autres témoins aient confirmé l'événement, son récit fut discrédité. De la même manière, tous les témoignages évoquant d'immenses vagues incontrôlées en pleine mer furent relégués au rang de légende. Des récits enjolivés que les marins raconteraient pour donner plus de panache à leur voyage. Et qui ne le ferait pas? Les scientifiques ne commencèrent à considérer ces témoignages avec sérieux qu'en 1995, lorsque l'on parvint enfin à mesurer une vague scélérate pour la première fois. L'épisode, véritablement terrifiant, survint sur une plateforme gazière de la mer du Nord, à près de 160 km des côtes norvégiennes. L'installation avait été conçue pour supporter une vague de 19 mètres, événement déjà estimé n'avoir lieu qu'une fois tous les 10 000 ans. Pourtant, au jour de l'an, une vague monstrueuse de 26 mètres, soit 6 mètres et demi de plus que prévu, vint s'abattre sur la structure. Dans un cas plus récent, en 2018, 8 hommes se trouvaient à bord d'un navire de pêche de 18 mètres de long, plus de 640 km au nord-est de la grande île d'Hawaï, lorsqu'ils furent de soudain frappés par 2 vagues scélérates. L'une heurta l'arrière du bâtiment, l'autre s'abattit sur son flanc. Le choc fut trop violent. Une masse d'eau déferla sur le pont, inonda l'embarcation et l'entraîna par le fond. L'équipage dut abandonner le navire et gagner immédiatement un canot de survie. Heureusement, tous furent secourus pratiquement indemnes. Ces quelques épisodes illustrent clairement que nos plateformes pétrolières et nos navires actuels ne sont peut-être pas en mesure de résister à de grandes vagues scélérates. C'est pourquoi certains spécialistes estiment qu'une piste serait de concevoir des bâtiments capables de supporter une hauteur significative doublée. Toutefois, une telle exigence demanderait sans doute de longues négociations, compte tenu des coûts accrus. Voici néanmoins un argument de poids. Entre 2011 et 2018, on aurait enregistré 210 vagues de ce type à travers le monde, et il est très probable que le nombre réel soit bien supérieur. La cause exacte des vagues scélérates demeure en partie énigmatique, mais l'on sait qu'elles ne résultent pas de mouvements du plancher océanique. Elles paraissent plutôt liées à des conditions météorologiques défavorables. Dans la baie de Tampa, par exemple, la plupart de ces vagues proviennent de l'ouest, surtout lors d'épisodes venteux ou orageux. Toutefois, il serait hasardeux d'y voir la cause principale à l'échelle mondiale, car plusieurs facteurs supplémentaires pourraient intervenir. Ce qui est préoccupant, c'est qu'une vague scélérate peut surgir sans le moindre signe avant-coureur. La mer peut être parfaitement lisse avant que la situation ne bascule soudain en une lutte pour la survie. Sommes-nous alors capables de prévoir un tel phénomène? Il semble que oui. Dans une étude toute récente, des chercheurs ont mis au point un système informatique exploitant les données transmises par des bouées afin d'annoncer l'arrivée de vagues exceptionnellement hautes 5 minutes avant leur apparition. Il parvient à identifier environ 3 vagues scélérates sur 4. Bien qu'ils produisent parfois de fausses alertes, les chercheurs soutiennent que, pour la sécurité, disposer d'un avertissement potentiel vaut mieux qu'une. Seriez-vous capable de soulever un camion à mains nues? Non? Quelle surprise! Permettez-moi alors de vous présenter le véritable colosse de la nature, l'océan. Lors d'un méga tsunami qui frappa l'Afrique il y a plusieurs millénaires, il projeta sans effort des blocs de 700 tonnes, comme s'il s'agissait de simples gravillons. Ce n'était pas juste une mauvaise journée à la plage. Cette vague titanesque relégua au rang de vaguelettes les tsunamis de 2004 en Indonésie et de 2011 au Japon. Pour mesurer l'ampleur de l'horreur que représentent déjà les tsunamis ordinaires, sachez que celui survenu au Japon en 2011 engendra des vagues atteignant 40 mètres. Celui de l'océan Indien en 2004, légèrement moins élevé avec ses 30 mètres, entraîna néanmoins plus de 2000 pertes humaines dans de nombreux pays. Imaginez maintenant quelque chose d'infiniment pire. Durant longtemps, la communauté scientifique considérait de telles vagues comme relevant du domaine de la science-fiction. Puis l'on découvrit d'immenses blocs de roches projetés profondément dans les terres. Et les calculs révélèrent qu'il aurait fallu des vagues de 250 mètres de hauteur pour commettre une telle dévastation minérale. L'auteur de ce cataclysme, un volcan dont l'effondrement brutal dans l'océan déclencha l'un des tsunamis les plus violents jamais enregistrés sur notre planète. En règle générale, on attribue les tsunamis aux séismes sous-marins, ces affrontements colossaux entre plaques tectoniques. Mais les volcans possèdent eux aussi un potentiel destructeur redoutable. En 1883, le volcan indonésien Krakatoa entra en éruption durant 6 mois sans relâche, avant d'exploser. Une détonation si puissante qu'elle fut entendue jusqu'en Australie.
Elle déclencha une série de tsunamis, dont certains culminèrent à près de 30 mètres. Et pourtant, ce cataclysme volcanique ne fut qu'une modeste mise en bouche face au déchaînement dantesque du méga-tsunami. À l'époque, le volcan à l'origine du désastre n'était pas simplement colossal, il perdit un pan entier, 10 fois plus volumineux que le mont Everest. 10 Mont Everest. Comme si la Terre avait voulu expérimenter les conséquences d'un jet de montagne dans l'océan, par pur caprice. Lorsque tout un pan du volcan s'est affaissé dans l'Atlantique, l'onde générée aurait pu engloutir 3 fois la Statue de la Liberté. Elle a même balayé une île située à plus de 50 km de là. Le volcan responsable de cette scène digne d'une superproduction hollywoodienne n'était autre que le Pico do Fogo, niché, comme vous l'aurez deviné, sur l'île capverdienne du même nom. Cette île n'est, en réalité, qu'un immense volcan solitaire ayant émergé des flots grâce à un point chaud magmatique, une zone sous-marine où le magma s'échappe en quantité, formant des volcans. Au fil du temps, ce magma s'est refroidi et accumulé en couches successives, telle une pile de crêpes, jusqu'à ce qu'après cette éruption majeure, l'île surgisse à la surface, comme un diable dans sa boîte jaillissant des profondeurs. Et voilà, un volcan était né. Mais cette naissance spectaculaire portait en elle les germes d'une future catastrophe. Plus un volcan prend de l'ampleur, plus son poids devient écrasant. S'il manque de magma pour soutenir cette masse, la structure entière risque de s'effondrer. Il n'en faut parfois guère plus. Une secousse minime, un peu d'érosion ou un socle friable composé de sédiments meubles suffisent à provoquer la chute, comme un géant tentant de garder l'équilibre sur un tapis de billes. Le Pico do Fogo cumulait tous les facteurs de risque. Une hauteur excessive, un poids considérable et des fondations instables. Et cela ne fait qu'empirer. À mesure que le volcan gagne en masse, il écrase peu à peu le magma sous-jacent. Incapable de remonter, la lave reste prisonnière, s'épaississant lentement à la manière d'un potage oublié sur le feu. Les gaz s'accumulent, la pression grimpe, jusqu'à l'explosion. C'est l'équivalent géologique d'un trop-plein de burrito combiné à une tentative désespérée d'étouffer un éternuement. Ce trop-plein d'énergie et ce déséquilibre peuvent provoquer ce que l'on appelle un effondrement de flanc, ou plus simplement, oups, la moitié du volcan vient de tomber dans l'océan. C'est précisément ce qui s'est produit avec le Pico do Fogo. Nombre des îles volcaniques, nées de tels phénomènes, ont depuis longtemps disparu. Pourtant, le Pico do Fogo demeure bel et bien actif. Sa dernière éruption remonte à 2014, et sachant qu'elle se manifeste environ tous les 20 ans, peut-être conviendrait-il de différer toute escapade sur l'île vers 2034. Pendant longtemps, les chercheurs pensaient que seuls les grands édifices volcaniques pouvaient s'effondrer de cette manière. Mais des travaux récents révèlent que même les îles les plus modestes, ces Danny DeVito du monde insulaire, n'échappent pas au risque. Leur stabilité n'est qu'apparente, liée à leur faible masse. C'est un peu comme Danny DeVito et Arnold Schwarzenegger glissant tous deux sur la glace. La chute d'Arnold causera plus de dégâts, mais Danny peut tout aussi bien valdinguer. Et ces petits effondrements, ils sont loin d'être insignifiants. Prenez l'exemple de Santa Maria, une petite île portugaise, environ 170 fois plus petite que celle d'Hawaï. Elle s'est effondrée plusieurs fois, non par choix, mais parce qu'elle repose sur une base fragile, faite de sédiments marins meubles, semblables à des miettes détrempées. Pour ne rien arranger, elle se situe près de la faille des Açores orientales, un point où 3 plaques tectoniques s'affrontent sans relâche. Cette faille a déjà causé de nombreux tremblements de terre, et même des tsunamis à Lisbonne, ce qui donne une idée des périls qui guettent ceux qui vivent juste au-dessus. Chaque fois que le volcan de Santa Maria grandit par une éruption, il s'enfonce. Mais lorsqu'un pan s'effondre, la structure rebondit comme une bouée. Cette alternance, mont sous-marin, île, puis retour sous l'eau, fait de Santa Maria une sorte de sous-marin jouant à cache-cache avec l'océan. Et chaque réapparition peut entraîner un tsunami. Un autre volcan à la stabilité incertaine est le Pacaya, situé au Guatemala. Entre 2011 et 2013, les scientifiques y ont observé d'infimes mouvements du sol, signe que quelque chose remuait en profondeur. Et en 2014, le volcan est effectivement entré en éruption. Il ne s'est pas effondré cette fois, mais le danger persiste, surtout si le magma s'y accumule comme cela s'est produit avec le Pico do Fogo. Une explosion pourrait alors se produire, au sens propre du terme. Il y a environ 1 millier d'années, le Pacaya a subi un effondrement massif, projetant des débris à plus de 25 km. Depuis, il s'est reconstruit à la manière d'un phénix en fusion, mais la menace d'un nouvel effondrement reste réelle. C'est pourquoi les volcanologues surveillent la moindre secousse. Ce n'est pas une crainte excessive quand la montagne peut vraiment s'écrouler. Vous vous dites peut-être, d'accord, mais tout cela appartient au passé.
Un effondrement entraînant un pareil méga-tsunami ne peut plus survenir, n'est-ce pas? Eh bien, bienvenue au XXIe siècle. Des îles comme Hawaï, La Palma ou certaines parties des Caraïbes reposent sur les mêmes coussins géologiques. Il suffit d'un cocktail bien dosé. Sol friable, pente abrupte, un soupçon de magma piégé et patatras, effondrement de flanc. En réalité, cela s'est déjà produit. En 2018, Anak Krakatau, le rejeton du tristement célèbre Krakatoa, a perdu une grande portion de sa masse lors d'une éruption. Ce fut à l'origine d'un tsunami, certes peu destructeur, mais plutôt gênant. Imaginez un volcan perdant son pantalon en public. C'est humiliant, mais pas fatal. Mais cela reste modeste comparé au grand spectacle du passé. L'effondrement de l'île Ritter en 1888 fut si violent que son altitude passa de plus de 610 mètres à seulement 140, une île littéralement raccourcie par la force du désastre. Le record revient toutefois à la fameuse vague de la baie de Lituya en 1958. Un séisme de magnitude 7,8 provoqua un éboulement titanesque, lançant une vague plus haute que l'Empire State Building à travers l'Alaska, à la vitesse d'une voiture fonçante à vive allure. Étonnamment, seules 5 vies furent perdues. Mais la cicatrice laissée sur le paysage reste visible, depuis l'espace. La fonte des glaciers et des calottes glaciaires peut, elle aussi, faire s'effondrer des volcans. En diminuant soudainement la pression sur la croûte terrestre, elle les déstabilise. C'est ce qu'on appelle le rebond isostatique. Un peu comme tirer brutalement la chaise de quelqu'un qui serait resté immobile depuis des siècles. Et voici un autre péril auquel vous n'auriez sans doute jamais songé en préparant votre escapade tropicale. Certaines îles volcaniques s'élargissent à mesure que la lave se déverse dans la mer, formant des plateformes instables appelées deltas de lave. Ces formations peuvent s'effondrer brutalement, sans crier gare, entraînant les terres nouvellement créées, et parfois même des touristes imprudents dans les flots. Sans vouloir gâcher l'ambiance, mieux vaut éviter de poser le pied sur ces étendues fumantes à peine refroidies. Alors oui, la prochaine fois que vous savourerez la douceur d'une île volcanique en vous disant « Quel havre idyllique !» Gardez à l'esprit qu'elle pourrait tout aussi bien être une bombe géologique à retardement, au tempérament capricieux. Des projectiles de la taille de montagnes au delta de lave surgissent sans prévenir. Les volcans ont toujours su cultiver l'art du spectacle.